il part. Et en fait, on avait des petites réglettes pour faire des joints de dilatation entre le carrelage et la dalle béton qui faisaient 20 cm de haut. Elle dépasse. Et elle dépasse. Et on les met en place. Et je dis putain, mais elle est où la connerie? Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dirt Life. Aujourd'hui, on accueille notre nouvel invité. Vous le connaissez peut-être, c'est RiSTP, Richard. Il est conducteur de travaux, aussi créateur de contenu, puisque vous le connaissez sûrement sur Instagram. Il va nous raconter son histoire, son parcours, comment il est arrivé dans le BTP, pourquoi il est devenu conducteur de travaux, ses différentes expériences en tant que créateur de contenu. Et si vous aussi, vous avez un job que vous voulez venir raconter à ce comptoir, ou des anecdotes de BTP pour remettre en valeur nos métiers du BTP et le secteur de manière générale, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse qui s'affiche en dessous et on se fera un plaisir de vous rappeler. En attendant, on commence tout de suite ce nouvel épisode avec Richard alias RiSTP sur Dirt Life. Bon Richard, salut, merci d'être venu. Mais de rien. Ça va, on se connaît quand même. Pour préciser quand même avec Richard, on se connaît déjà. Ouais. On s'est déjà croisé avec Tony d'ailleurs. C'est la première fois qu'on s'est vu. C'était au Dictour de Lyon l'année dernière. C'est ça. Je suis ravi que tu sois sur ce plateau. Je suis ravi de t'accueillir ici. Je suis très content d'être là à sa place. Du coup, je passe après, donc je prends un peu sa place, tu vois. Ah, elle est pour toi celle-ci. Donc ouais, là on se connaît, on est potes et tout ça, mais ça c'est intéressant parce que moi je voulais que Richard il vienne parce qu'il est conducteur de travaux et ça c'est un poste hyper intéressant parce que c'est un poste je trouve tampon dans le BTP puisqu'il prend la pression du terrain qui lui met la pression, il prend la pression des bureaux qui lui mettent la pression et il est là à faire la soupape entre les deux. Ouais. Et je trouve que je me suis engueulé avec mes conducteurs de travaux, je trouvais c'était pénible et je me suis rendu compte avec le temps et avec la discussion qu'en fait on savait pas tout sur le terrain. C'est intéressant je trouve de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de se dire les gars, en fait, apprenons à voir un petit peu quel est leur taf, comment ils bossent et les contraintes qu'ils ont. Donc, je suis content que tu sois là. Donc, toi, Richard. Oui. Richard qui est aussi créateur de contenu. Oui, tu allais le dire. Influenceur, non, créateur de contenu. Sur Instagram avec presque 4000 abonnés, quelque chose comme ça. Je crois que tu as déjà été Intermat aussi. J'ai fait Intermat, j'ai fait Dictour. Oui, en contrat, tu veux dire? Oui, en contrat, ouais. Ouais, j'ai eu des contrats avec Intermat. Puis après, voilà, sur les plus gros événements, on essaie d'y aller pour montrer au maximum ce qui se fait et aussi prendre du plaisir. Pour prendre du plaisir, c'est important ça. On va en parler de ça, bien évidemment. Donc toi, Richard, tu as 30 ans. Ouais. Tu es bordelais. Enfin, tu vis à Bordeaux. Oui, je vis à Bordeaux depuis 4 ans. Mais tu n'es pas né à Bordeaux. De base, je suis normand. Tu es normand, voilà. Alors, comment tu commences dans le BTP, toi, véritablement? Comment ça démarre? Véritablement, je commence dans le BTP avec mon père. Avec ton père? Ouais, avec mon père. Lui, toujours le même. Ouais, bah en fait, tu te rends compte que ça, c'est une passion de père en fils. C'est souvent ça, ouais. Et en fait, moi, depuis que je suis tout petit, je vais avec mon père parce que mon père conduit des camions, il conduit des porte-chars. Donc, il transfère des machines d'un point A à un point B. D'un chantier à un autre, voilà, il fait ça de nuit. Et en fait, moi, depuis que je suis tout petit, donc les vendredis soirs, comme il travaille de nuit, il travaille aussi le vendredi soir ou le dimanche soir. Et donc tous les vendredis soirs, j'allais avec lui dans le camion et aussi surtout en vacances. T'as quel âge? Quand j'y vais? Ouais. J'ai aucune idée. Mais depuis tout petit. T'es petit, t'es un enfant. Ouais, je pense que depuis que je sais marcher. Ah ouais? Non, depuis que ma mère me laisse aller avec mon père, je pense. Ah oui, ok. Ouais, depuis que je suis tout petit. Ouais. Et puis après, je me suis vite orienté dans les études. Vers un profil, vers des études plus dans le bâtiment, travaux publics et génie civil. Alors attends, comment elle commence ses études justement? Elle commence très très mal. Elle commence très mal. En fait, à la sortie du collège, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et moi, en fait, mon but c'était de suivre un pote. Et ce pote, il m'emmène en informatique. En fait, ça me plaît pas du tout. J'ai des moyennes catastrophiques et je redouble. Et en fait, rebelote, pareil, je passe de 7,2 à 7,8 de moyenne générale à la fin de l'année. Inutile. Et en fait, que je me suis réorienté dans une seconde STI 2D, architecture et construction, ça s'est très très bien passé. Ah là, je suis passé, en fait, la moyenne, je l'ai pas triplé, mais je l'ai doublé. Oui, parce que si t'avais triplé, t'aurais été ça aurait été très très bon, 21. Ouais. Mais c'est bon ça, comme quoi les études, on est nul à l'école, mais en fait on n'est pas nul à l'école, personne en fait. Enfin, en fait, c'est juste que ça m'intéressait pas. C'est une question de contexte. Ouais. Et mon professeur principal, il me dit va en DUT parce que
parce qu'en fait, c'est plus fait pour toi au final, vu que tu aimes ça et vu que tu y arrives, pas en DUT. Donc, je suis parti en DUT au Havre. Et ouais, puis après, en fait, à la sortie de la licence, c'était soit un master, et en fait, du coup, je suis parti en école d'ingénieur. Ouais. En 3 ans, donc j'ai perdu une année de DUT qui m'a pas servi à rien parce que j'ai beaucoup appris en DUT, c'était tellement dur qu'au final je progressais encore plus et donc j'ai énormément appris sur tout ce qui était surtout mathématiques, physique. Et donc je suis parti en école d'ingénieur en alternance dans un gros groupe avec un losange jaune. Ouais, ok, d'accord, on les connaît. Et ça a été une très très belle expérience. Ouais, ok, ton apprentissage chez Colas, très belle expérience. C'est ça. Bon, c'est cool. Et donc là après, tu fais ton alternance. Je fais mon alternance. Je voulais changer d'agence pour voir un peu autre chose. Et il n'y avait pas de place dans l'agence qui était la plus proche de chez moi. Et je suis parti dans une entreprise familiale de base pour 3 mois, le temps qu'ils trouvent un conducteur de travaux pour le remplacer. Ok. Et au final, ça a duré 1 an en région parisienne. Et du coup, après, au bout d'1 an, je suis parti sur Bordeaux et c'est là où je suis arrivé dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Donc c'était en 2021. Ouais. Et donc, c'est pas la taille qui compte de l'entreprise, finalement? C'est pas du tout la taille qui compte, non. Et loin de là. Ton école d'ingé, c'est intéressant parce que l'école d'ingé, si jamais, voilà, pareil, le but, c'est toujours de remettre un petit peu en valeur ces filières, ce secteur, ces métiers. Ça se passe comment, l'école d'ingé? C'est parce que du coup, tu es nul à l'école, si je comprends bien, sans vouloir dire que tu es nul, mais et finalement, tu tapes une école d'ingé quand même. Donc du coup, ce qui montre que c'est quand même pas inaccessible, qu'on fait quoi? Enfin, t'apprends quoi? Il faut des grosses notions mathématiques? Ouais, quand même, il faut un peu pas des grosses notions en mathématiques, mais en fait, c'est plus du bon sens. D'accord. Il y a beaucoup de bon sens et bien sûr, il te faut des notions en mathématiques comme un peu dans tout, mais à partir du moment où tu as du bon sens et que tu as un petit peu de rigueur, Puis on a des outils maintenant, non? Vraiment, tout le monde peut le faire. Ouais, tout le monde peut le faire. Ouais, d'accord. Donc c'est pas non plus un truc insurmontable. À l'école d'ingé, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de l'idiot. Vraiment, tout le monde peut le faire à partir du moment où faut avoir du bon sens, il faut travailler quoi. S'il n'y a pas de travail. Oui, après c'est toujours pareil. On est toujours là-dedans. Du coup, conducteur de travaux, ton boulot, il consiste en quoi exactement? Alors, je sais que tu as beaucoup de tâches, c'est assez vaste, c'est assez large quand même, mine de rien. Tu peux nous synthétiser ça rapidement? Conducteur de travaux, ça va dépendre. Il y a 2 types de conducteurs de travaux. Moi, je vais parler du mien parce que c'est mon cas et c'est celui que j'ai le plus souvent fait et qui m'intéresse le plus. En gros, on me donne un chantier. Ouais. Donc, il y a un bureau d'études qui chiffre le chantier. Ok. Il répond au client, il dit voilà, le chantier, je vais te le faire. On peut te le faire pourtant. Le client dit ok, ça me va. Hop, je signe et je te renvoie le devis. Et à partir de là, nous, on reçoit le devis signé du client. Ok. Et le bureau d'études vient me voir, il me dit Richard, on a eu ce chantier-là et il coûte tant, tu as ça à faire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il file? Il file un. Ouais, il me file un classeur, comme là, il me file un classeur. Il me dit, papier en plus? Ouais, la plupart du temps c'est papier. On l'a en informatique. Ouais. Mais c'est quand même mieux papier, tu peux surligner, tu peux mettre des petits marque-pages. Et donc il me donne le classeur de chantier, il me donne le montant pour lequel on l'a et il me dit voilà, le chantier il démarre dans 3 mois. Ok. Et donc moi, à partir de là, à partir du classeur, je dois étudier toutes les pièces techniques et pièces graphiques. Ouais. Pièces techniques, c'est tout ce qui est cahier des charges. Ok. Donc ce que veut réellement le client, un portail vert, et il veut des enrobés noirs. Ok. Ça, c'est le cahier avec des bordures autour. Et les grises. Et il veut un tracé blanc au milieu. Voilà. En gros, il veut ça. Et après, tu as les pièces graphiques qui sont les plans. Les plans. Et donc moi, je récupère tout ça et je fais ce qu'on appelle une contre-étude, donc un budget et un planning. Ok. En disant ça passe. C'est-à-dire, vous, bureau d'études, vous avez dit pourtant c'est temps, c'est signé avec le client, toi tu fais une contre-étude pour dire oui ou non quand même. Oui, ça passe. De toute façon, là c'est vendu. Le client. Quoi qu'il arrive, il faut que tu te débrouilles en fait. Voilà. Dans tous les cas, il faut que je me débrouille. Il y a une contrainte, ce qui veut dire que si toi, dans ta contre-étude, c'est plus cher pour X ou Y raison. Déjà, il faut que je comprenne pourquoi c'est plus cher. Okay. Enfin, pourquoi moi je suis plus cher. Peut-être que j'ai prévu des trucs en 3 jours et que le mec il l'avait prévu en 2 jours. Peut-être qu'il n'avait pas estimé ça. Peut-être qu'il a. Comme ça prend un temps de fou ça. Ouais, ça peut prendre du temps, ouais. Ou justement le bureau d'études, son but lui c'est de répondre un peu plus vite. Donc des fois il va estimer des coûts, des fois il va estimer des cadences. Ouais. Des fois on va être moins cher sur certains trucs parce qu'on a un plan sur une décharge, on sait que bref, il y a plein de trucs comme ça. Donc on estime le coût, donc le budget et le planning. Et une fois qu'on a ça, on le présente au chef, mon chef au-dessus. D'accord. Alors c'est qui ton chef? C'est qui ton N+1 toi? C'est l'adjoint exploitation. D'accord. Donc c'est celui qui gère tous les conducs. Ouais. Tous les conducteurs de travaux et encore au-dessus, généralement, c'est le chef d'agence. Okay. Et après, chef régional. Ok.
Donc toi, tu présentes ça à ton boss, Ouais. à ton supérieur. Il me dit attends, là on peut gratter de l'argent là, attends non ça t'as mal vu la cadence, attends ça t'as mis une 40 tonnes, on va peut-être prendre une 35, ça va coûter moins cher et je pense que niveau durée on va y aller aussi. Là t'as pris une pelle à pneus mais peut-être une pelle à chenille parce que voilà. En fait il y a plein d'adaptations comme ça ou par l'expérience des trucs que tu peux pas voir, que tu estimes, c'est un peu voilà, comment tu ressens ton chantier, en fait c'est surtout ça. Comment tu vois ton chantier d'un point de vue phasage aussi, parce que tu peux faire ton... C'est prévisionnel, hein. Tout est prévisionnel. Après, tu réadaptes en suivant le chantier. Ouais, ok, d'accord. Du coup, après, tu te réadaptes au fur et à mesure, tout le temps, finalement, sur les chantiers, pour voir et tu essaies de coller au mieux à ce qu'on t'a donné, toi, dans les mains. J'imagine qu'il faut une bonne organisation. Il faut une bonne organisation, ouais. Ça fait partie des compétences nécessaires quand même à avoir. Ouais, quand même. Faut pas être brouillon, quoi. Parce qu'à mon avis... Non, faut pas être brouillon. C'est prenant comme boulot, la charge mentale Ouais, c'est quand même prenant. C'est quand même prenant. Tu as beaucoup de chantiers en commun. Enfin, en commun, en même moment. Combien tu as de chantiers en même temps, à peu près? Ça va dépendre. Tu peux en avoir 3 en cours, 2 en prépa, ou 3 en cours, 1 en prépa. Mais généralement, autour de 3-4, ça commence à faire déjà. Ça commence à faire. Ouais. Okay. Enfin, où j'en suis aujourd'hui, ça commence à faire. Tu as d'autres conducteurs de travaux, des plus anciens qui vont dire oh, ça, c'est tranquille. Ce qui se passe, c'est évident, quoi. Et tout ça, il faut rentrer dans ton budget. Et en plus, il faut rentrer dans le budget, dans tout ça. Exactement. Combien ça gagne en parlant de budget un conducteur de travaux à la louche, en fourchette, tu vois? Parce que là, pour le coup, j'imagine, tu vas avoir une fourchette plus grande, non, avec l'expérience? Ouais, tu augmentes beaucoup. Après, moi, où j'en suis, pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre, mais on est en net, parce que les gens aiment bien parler de net, parce qu'en brut, on ne comprend pas trop. On est entre du 2100 avec un diplôme d'ingé. Ouais. Parce que ça va dépendre aussi, si tu n'as pas le diplôme d'ingé, tu peux être conducteur de travaux sans diplôme d'ingé avec un BTS ou un DUT, mais tu gagnes forcément moins parce que généralement, surtout dans les grands groupes, c'est des grilles tarifaires. Entre 2100, 2200 et ça peut aller à du 5000 si tu es un très bon. Tu as un très bon. Si tu es un très bon. Après, je suis plus à une passe que. Ça va venir, ça va venir. Et après, tu as des avantages aussi qui sont la voiture, qui sont. C'est déjà pas mal. Elles étaient au chaud aussi. Et on est au chaud. Ouais, on est au chaud, bien installé. Tu as eu des accoudoirs sur le. Attends, on les connaît les conducs. Hein. Tu as les 3 écrans. Du coup, qu'est-ce qui te plaît dans ton boulot de conduc véritablement? Un truc qui me plaît et qui peut me déplaire aussi parfois, c'est la gestion de l'humain. Où l'humain est très compliqué à gérer, mais j'adore la relation avec les équipes. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est compliqué parce que c'est quelque chose, je t'aime moi non plus un peu là. Où vraiment, t'adores. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est discuter avec les gars sur le chantier. Et des fois, tu discutes trop et on se rend compte qu'on perd beaucoup de temps et d'énergie. Et au final, tu vas chercher, en discutant, le mec, t'en as qui sont toujours très contents, t'en as qui sont toujours pas contents. Tu sais pas pourquoi ils sont pas contents, mais ils le sont. Il m'a pas dit bonjour ce matin quand il est arrivé. C'est exactement ça. Mais c'est ce qui me plaît, et de voir avancer le chantier. Tu as des anecdotes de gestion de voir avancer le chantier? Oui. Okay. Tu as des anecdotes de gestion sur des trucs un peu fun Il y a un chantier, il n'y a pas si longtemps. Vas-y. Ça laisse en exclure. Il n'y a pas si longtemps, un chantier où on le prévoit, où le bureau d'études le prévoit en 1 semaine, et moi quand je fais on le prévoit en 4 jours et moi quand je fais ma contre-étude, je le prévois en 1 semaine. Ok. Là je me dis waouh, ça va être chaud. Ouais, compliqué, il y a 3 jours d'écart. Ça va être chaud, ouais. Je me dis vraiment ça va être chaud. Je regarde le budget, c'était chaud aussi, mais ça le bureau d'études il me l'avait dit. Il m'avait dit tiens Richard, le budget il est un peu bas, mais c'est un client qu'on essaie d'avoir, donc on lui fait un petit prêt au début, on fait du bon taf. Ouais, puis après, quitte à être à 0 à la fin de marge ou perdre un petit peu d'argent, je sais qu'il y a peut-être 3-4 TS à faire. Ouais, ok. Je lui dis ok, bon vas-y. Travaux supplémentaires pour les c'était les travaux supplémentaires. Et donc je fais ok, vas-y, je regarde, donc je prévois 1 semaine, mais dans le budget je suis pas mal. Je lui dis vas-y, si dans le budget je suis pas mal, je vais mettre une deuxième équipe où je vais faire 2 postes. Donc vas-y, j'arrive à redescendre. On fait les 4 jours, on le fait en 4 jours. Ouais, on le fait en 4 jours. On met 2 postes et on arrive à le faire en 4 jours. Ça passe. Je montre ça à mon chef de chantier. Mon chef de chantier me dit vas-y, tranquille, il n'y a que ça à faire, ça va le faire, tranquille, machin. Il y a le chef d'équipe qui arrive. Le chef de chantier, il n'est pas très expérimenté. Ah, c'est un jeune chef. Ouais, c'est un jeune chef. Ok, je vois venir la boulette. Je me dis vas-y, c'est bon, ça passe. Il a dit que ça passait, ça va le faire. Et le chef d'équipe arrive, il dit ça en 4 jours, c'est mort. Je dis mais si, vas-y, ça va le faire. Et donc, je passe la semaine au bureau. Et enfin les 3 jours au bureau et j'ai le temps de prendre le dernier jour où on fait les enrobés. Et moi je savais que les mecs sur le chantier ils bossaient à fond et tout parce que je voyais forcément tous les heures, tous les soirs, 1 heure de plus rajoutée au pointage et forcément j'appelle quand même mon chef la journée et je le vois quand même le soir.
Et là, mon chef de chantier, il me dit un truc du style mais t'as jamais été sur le chantier, toi? Ah oui. Et là, tu sais, je me suis retrouvé con et je lui ai dit, j'ai une réunion, il faut que j'y aille. Ah, tu es pas rentré dedans? Qu'est-ce que tu veux dire, un mec comme ça? Bah, tu t'en as fait, t'as été un peu sur le terrain quand même. Il tu me peux dire, connaît attends, pas, je m'en fous, tu vois. En vrai, il est jeune, il a pas d'expérience, rien, tu vois. Ça mérite En vrai, un petit retour. il me connaît pas, il sait pas, enfin, je lui parle de temps en temps, mais je vais jamais raconter ma vie. Ah ouais, tu te heurtes à ça quand même. Mine de rien. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Ouais. Et encore là, ça va parce que j'ai pris un peu d'âge, j'ai pris un peu de barbe, tu vois. Mais quand t'es jeune chef de chantier, c'est très très dur. Ouais. C'est très très Jeune dur. conduc. Ouais, jeune chef de chantier ou jeune conduc. Ouais, ou jeune conduc, ouais. T'as une anecdote d'une boulette? Ouais, j'ai une belle anecdote de boulette personnelle. Ouh. Et Parce qu'il y a toujours des petites boulettes sur les chantiers. Je Ouais. connais, on le dit parce que c'est pour montrer quand même que. c'est quand j'étais chef de chantier, je travaillais sur un anneau de vitesse sur un centre d'essai Renault. Et on refaisait on travaillait dans cet anneau de vitesse là, mais on faisait, en gros, ils testaient les voitures autonomes au freinage d'urgence et au freinage sur des zones ayant des rugosités différentes. Ok. Donc en gros, c'est Sec, mouillé, blabla, mais aussi un sable. alors je connais plus le terme, mais c'est vraiment la rugosité. Ouais, ok. Donc nous, ce qu'on faisait, c'était une piste en carrelage. Donc comme du carrelage que tu as chez toi, sauf que il est plus épais. Une piste en carrelage. Marrant ça. Et On va dire ça à Villebrequin, Sylvain. oui, En c'est plein vrai que ça peut être en plein drama, ça peut être pas va mal. être Ouais. drôle. Et en gros, on refaisait une piste de carrelage, donc c'est une piste de 6 mètres de large de mémoire sur une centaine de mètres de long. Et en gros, sur cette piste en carrelage, il y a différentes zones en béton balayé. Ok. Donc en fait, il y a une différence d'accroche entre le carrelage et le béton balayé. Et sauf que le béton, il fait 20 cm d'épaisseur, et la piste en carrelage, elle en fait 7. Ok. Voilà, donc il fallait descendre, on refaisait cette piste, donc on avait prévu une raboteuse, donc elle rabotait le carrelage à -7 et les dalles en béton à -20. Ok. Et je sais pas du tout vraiment ce qui s'est passé. Et je lui dis à la raboteuse, tu fais une première passe à -7 partout, tu prends les dalles de béton aussi, tu la fais à -7 et après tu redescends dans les dalles de béton et tu descends à -7. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était à -14 sur les dalles de béton. C'est ce que j'allais dire. On était à -14 au lieu d'être à -20. Et en fait, ça, je m'en rends compte. Je dis au mec de la dalle béton, c'est bon et tout. Il part. Et en fait, on avait des petites réglettes pour faire des joints de dilatation entre le carrelage et la dalle béton qui faisaient 20 cm de haut. Elle dépasse. Et elle dépasse. Et on les met en place. Et je dis, putain, mais elle est où la connerie là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'étais en panique. Parce que la raboteuse, tu m'étonnes. Raboteuse, c'est quand même, ça coûte un petit peu cher à la journée. Un peu cher. Et elle avait un chantier l'après-midi. Ouais. Et elle était déjà repartie. Il était peut-être 13h. Il était midi et demi, 13h. Ok. Elle était repartie. Et moi, j'étais content parce que du coup, on a fini, on a bouffé un peu sur le début d'après-midi, et le temps de la raboteuse, mais elle est partie, je suis content, machin, on peut commencer à mettre en place les joints de dilatation. Ils dépassent tous. Ouais, et ils dépassent tous. Et qu'est-ce que tu fais? J'appelle mon conduc. Je dis, là, t'es pas fier. Je dis, on a raboté, mais pas assez profond. Il a commencé à m'engueuler. Comment ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Rappelle la raboteuse. Je rappelle la raboteuse. Il me dit, non, là, je suis sur l'autre chantier. Je fais quoi? J'appelle le chef de la raboteuse. Et au final, il me l'a renvoyé. Parce qu'au final, bon, bref, j'ai pas perdu tant que ça. J'ai perdu du temps, de l'énergie. Boulette de débutant, quoi. Et au final, ce que je disais, on n'a pas perdu tant que ça. On s'est juste imputé un transfert de plus pour la raboteuse. Une demi-journée. Bon, tant que ça. Ouais, ça fait un peu de. Mais c'était pas prévu. Ouais. Ton rythme de travail, de manière générale, là, ça doit envoyer quand même. Oui, en fait, on essaie. Ce que j'essaie le maximum, c'est d'être là le matin quand le chef est à l'agence et d'être là le soir quand le chef vient, passe le soir. Ce que c'est que le soir, on arrive bien à bosser. Et aussi le soir, on échange beaucoup avec le chef de chantier sur sa journée qu'il vient de faire. Il passe au chantier, il passe à l'agence pour faire ses pointages. En même temps, tu regardes ce qu'il a fait la journée, tu regardes ce qu'il va faire le lendemain. Ok. Et donc généralement, ça va être du 7h, 19h. Ouais, ça fait des belles journées de 12 heures. Ça commence à faire une belle journée. Ouais, tu m'étonnes. Après, j'essaie un peu de réduire. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que tous les autres, ils le font. Il y a beaucoup d'anciens dans le métier et les anciens, ils le font. Et donc, c'est toujours un peu compliqué de partir. Salut avant tout le monde. À un moment donné, tu as une anecdote avec des préfats en L. Ah oui, l'horreur. L'horreur. Vas-y, raconte-nous ça quand même. Alors là, t'es quoi? T'es conducteur de travaux, t'es chef? Je suis conducteur de travaux. Ouais. Là, t'es conducteur de travaux. Je suis conducteur de travaux en région parisienne. Et en gros, on avait on avait un dénivelé de 3 mètres entre une terrasse et une autre terrasse. Okay. Et donc, il fallait mettre des murs en L. Non, on avait 2,50 mètres. Et donc, on mettait des murs en L de 3,50 mètres. Et donc, je les commande, avec le fournisseur qui était en Belgique. Et je savais qu'il allait me livrer
telle semaine. Ouais. Et sauf qu'en fait, j'avais prévu qu'il me livre au chantier. Sauf qu'en fait, le mec, il me livre une journée avant. Et il m'appelle, il me dit, ouais, j'arrive à 13h, est-ce que je peux me garer devant le chantier pour décharger? Et je dis, comment ça, t'arrives à 13h? C'est demain normalement en livraison. Il me dit, ouais, mais j'arrive à 13h et en plus, il faut que je reparte ou il faut que j'aille au pot de part. Ouais, en gros, c'est ça. C'est toujours comme ça. J'ai pas le temps, faut toujours que le mec il charge 2 heures après qu'il arrive sur le chantier, tu sais. Et je dis, bah attends, parce que là, du coup, j'ai pas de pelle qui est adaptée. Enfin, pour moi, les murs, j'avais une machine qui était censée arriver le lendemain, une machine plus importante en plus. Pour pouvoir l'élever. J'en parlais avec mon chef de chantier qui était Peller. Ouais. Alors, Peller. Parce qu'on a des anecdotes quand même, parce qu'on en reçoit des conducteurs d'engins, tu vois. Et Justine n'est pas d'accord avec vous. Elle dit quoi? Elle dit pelleter? Elle dit pelliste. Ah là 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 là. Ah là là, on va créer des drames. Hein. Avec mon chef de chantier qui était aussi conducteur d'engin. Option c'est Tony qui a lancé le truc, hein, c'est pas nous. Hein. C'est vrai. Et donc du coup, ouais, du coup, il me dit, vas-y, tranquille, tes murs, on les soulève, on les sort. Et donc du coup, et les murs arrivent, le camion arrive avec les murs en L, sauf que les murs en L étaient couchés sur le camion et ils n'étaient pas debout. Et forcément, avec du recul. Et avec du recul. Avec des artéons? Avec des artéons, ouais. Okay. Mais avec du recul, c'est logique. Un mur de 3,50 m sur un porte-char qui arrive déjà à 80 m, sinon il passe pas sous un pont. Niveau gabarit routier, c'est mort. C'est mort. Mais toi, tu pensais qu'ils arrivaient debout? Oui, bah en fait, naïvement, ouais. Sauf que du coup, en fait, lever 3,50 m avec le. Oh là là. On n'a rien pour les retourner, on n'a rien pour. Et on a juste une chaîne de peut-être 4 mètres ou 5 mètres. Et du coup, le mur est couché comme ça. Et du coup, quand on lève. Et ben en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comment? Nous, on pensait vraiment que c'était tout doux. Bah, en fait, le mur, il arrive comme ça, et quand il arrive à son point de bascule, bah, il part. Ah putain, il claque. Et je pense dans tout Ivry-sur-Seine, ils ont tout entendu. Sur le porte-char? Sur le porte-char. Le porte-char qui balance dans tous les sens. Le chauffeur de camion à côté, je me suis dit, il va nous arrêter au premier, il va gueuler. Il doit avoir une sueur. Rien du tout. Le Belge, il était comme ça à côté. Il disait rien du tout, le mec. Avec son porte-char, il balançait dans tous les sens. Ça foutait. Mais vraiment, je me suis dit, on a 10 minutes pour sortir les murs, sinon il y a les flics qui arrivent. Pas d'arrêté. On était en demi-chaussée, pas d'arrêté. Donc j'avais un gars de chaque côté du camion pour arrêter les passants et les voitures. Ouais. Alors qu'on n'avait pas d'arrêté de voirie pour dire qu'on allait décharger. Voilà, t'as compris. Mais au final, on s'en est bien sorti, heureusement. Je sais pas s'il y en a un qui nous regarde, mais s'il nous regarde, merci. Tu as une anecdote entre un diamètre de, j'en sais pas plus, on m'a pas dit, entre 250 au lieu de 160. Je rigole, je vais rigoler, je sais pas ce que c'est. Je veux savoir, il y a une boulette qui a été faite, je sais pas si c'est dans un sens ou dans l'autre. Je sais pas si c'est une boulette, ça, le temps nous le dira. Toi nous le dira. Allez, vas-y, raconte-nous. En gros, j'arrive sur un chantier et on connaît pas le diamètre du réseau qui passe en dessous. Ok. On sait juste qu'on doit le détourner. Enfin, on doit le récupérer. Le réseau, il fait un tracé. Nous, on va construire un bâtiment là, donc on doit le dévier avant. Ok, d'accord. Pour pas que le réseau actuel soit sous le futur projet. Ouais. Et donc, on connaît pas le diamètre de ce réseau-là. Et pas normal ça. Bon, c'est pas compliqué. Tu ouvres le tampon, tu mesures. Oui. En théorie. En théorie. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas mesuré? En fait, c'était dans une cour d'école qui était inaccessible quand le bureau d'études est venu le faire. Donc on estime un truc pour le prix, on n'est pas au prix du tuyau près. La tranchée, ça reste la même. Et par contre, le jour du chantier, je fais le point avec mon chef de chantier et je lui dis par contre, le premier jour, il faut que soit tu ailles ouvrir le regard, donc le mercredi, soit le mercredi parce qu'il n'y a pas les gamins, soit le premier sondage que tu fais, tu fais un sondage et tu regardes le diamètre du tuyau. Il mesure quoi? Il mesure un diamètre 200. Il mesure un diamètre 200. Ouais, je crois que c'était 200. Ouais. On commence par le point bas. Ouais. Donc le point bas, on pose le diamètre 200. On arrive à un endroit où on doit s'accorder. En fait, on est en 160. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais ça coûte plus cher déjà. Mais parce que le 160, ça coûte moins cher que le 200. Ah oui, ça coûte un peu moins cher. C'est un peu chiant. Et puis après, tu as un raccord un peu pourri. En fait, on ne sait pas si c'est passé. Soit il y avait la réduction, soit il n'a pas fait le sondage et il y a eu une réduction entre les deux, on ne sait pas trop. Soit il a. Et lui, il justifie comment? Il est sûr de lui quand même? Parce que ça se trouve, c'est pas son erreur. Sur le moment, il est sûr de lui, ouais. Et sauf qu'entre-temps, au moment où. En fait, la petite anecdote aussi, la deuxième anecdote sur ce même sujet, c'est que entre-temps, on a eu un arrêt de chantier de un bon mois. Ok. Qui a fait qu'on a pu oublier des choses. Ça a un impact, ça, mine de rien. Pour le coup, on se dit c'est plus cool parce que du coup, il est plus gros. Ça peut avoir un impact parce que c'est sur des eaux usées et c'est pas des pluviales. Donc les eaux usées, elles sont chargées en ce qu'on connaît tous. En matière, ouais. En matière. Et le problème, c'est que quand ton tuyau a une section plus réduite,
il est plus rempli en eau de la chasse d'eau. Et donc, tu as plus de pression. L'ensemble glisse. Ah, ok, ouais. Alors que plus il est large, plus ta section, ton diamètre est large, moins tu as d'eau qui remplit le tuyau, et ben plus ta matière, plus ton eau va chasser avant ta matière. Et donc ta matière va rester derrière, va rester collée au tuyau. Ah, et ça va faire des bouchons? Et ça fait des bouchons. Non, voilà. J'aurais cru le contraire, moi, tu vois. J'aurais cru que plus c'était gros, plus on était tranquille, quoi. Mais non. Ouais, ok, d'accord. Mais non, justement, c'est tout l'inverse. Et c'est pour ça que généralement, les eaux usées, elles sont 160, 200, si rarement il y en a beaucoup. Mais... Ouais, donc il faut vraiment bien dimensionner le truc pour pas. Et c'est pour ça que les chasses d'eau ont un volume défini pour ça. Ah, d'accord. Ah, je savais pas que les chasses d'eau avaient un volume défini. En règle générale, c'est entre 7 et 9 litres. 9 litres pour les grosses commissions. Et pour que justement ça fasse couler. Elle est marrante cette discussion. Hein. Bah oui, en fait. C'est du BTP quoi. Ouais, forcément, on met des canalisations d'évacuation, des toilettes. Bon, là on revient cette fois. Il se marre là-bas. Il est en train de parler de caca, de toilettes. Ouais, ça peut avoir un impact. T'es satisfait de ton boulot? Parce que je sais souvent, tu sais, quand on discute avec les gars de terrain, ils ont un niveau de satisfaction, tu sais, de voir ce qu'ils ont construit de leurs mains. Toi, tu travailles un peu moins avec tes mains, tu travailles un peu plus avec ta tête, le niveau organisationnel et tout ça. Alors même si tu vois toi aussi ce qui est fait, enfin tu vois, il est où ton niveau de... T'as un niveau de satisfaction comme tu dis, putain les gars. Ouais, j'adore. On a bien... Ouais, vraiment, c'est kiff. Ah, vraiment, ouais. On a bien bossé les mecs. Ouais. Ah, mais j'adore. Moi, c'est les bordures. Quand les bordures, elles sont tapées et que, tu vois tous tes alignements. alignements. Et que c'est propre, et que c'est nickel, et que c'est neuf. Mais j'adore. Vraiment, je dis, putain, regarde. T'as un truc que t'aimerais faire autre, en fait, t'as des options pour continuer ta carrière. Là, tu vois, t'es conducteur de travaux. Comment tu peux, tu vois, aller bifurquer? Par exemple, je sais pas, tu prends un conducteur d'engin, il est dans la pelle, il décide d'aller dans la grue, tu vois, ou d'aller dans la chargeuse. Ouais, tu vois, conducteur de travaux, c'est... Comment tu peux faire évoluer ta carrière? Bah, soit tu prends l'expérience, puis tu passes... tu deviens toi N+1 qui est adjoint d'exploitation, puis chef d'agence, puis ok, d'accord. À la région, directeur de région, ou peut-être plus ciblé dans les bureaux d'études, mais pas bureau d'études de chiffrage ou de... VRD? Ouais, plus bureau d'études VRD où vraiment tu fais le projet dans son ensemble. Par exemple, la mairie elle te dit bah là je veux une rue ici et bah moi je vais regarder ce qu'il faut exactement, pourquoi on met un espace vert là et pas là, la largeur des trottoirs, la hauteur des bordures, peut-être plus dans ce sens-là. Tu fais du contenu aussi, tu fais de la photo. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelques-unes quand même. Ça fait très longtemps que j'en ai pas faites. J'aime beaucoup, donc du coup plus trop de création de contenu. Comment t'en viens à faire de la création de contenu finalement et puis sur Instagram ça, parce qu'on va commencer à migrer là-dessus mine de rien, c'est en fait ça m'est un peu tombé dessus. Ça t'est un peu tombé dessus? Ouais, mais j'aime bien. En gros, j'ai commencé comme j'étais avec mon père, je prenais souvent des photos des machines, des chantiers sur lesquels il bossait. Moi je bossais pas sur les chantiers, juste on cherchait une machine pour la transférer. Bien sûr. Et puis je prenais des photos du porte-char avec la machine dessus, et puis à la fin j'ai des photos sur ton téléphone, tu sais, t'en fais quoi? Tu les postes sur les réseaux. Puis petit à petit ça vient. Ouais, donc j'ai commencé à poster sur Instagram, et puis petit à petit il y a du monde qui vient, qui me parle, et tous les jours t'échanges avec ces mecs-là. Puis t'en as qui te parlaient, ah cette machine-là je l'ai vue dans le 94 sur le chantier temps. Et tu commences à parler, mais comment ça tu l'as vu là-bas? Je passe devant tous les jours, je connais le peller, et puis au final c'est tellement petit. Et en fait, c'est tellement prenant qu'à la fin, en fait, ça te donne de continuer d'envie de poster. Et puis c'est ça. Puis petit à petit, comme les gens qui te suivent te connaissent, parce que tu n'en as pas beaucoup au début, et tu commences à leur parler en story. Ouais. Tu fais une story et en fait, au lieu de parler à chacun, tu parles à tout le monde en story. Et puis après, forcément, ils échangent avec toi ou tu l'envoies à tout le monde. Et puis en fait, c'est parti de là. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui nous appelle, il y a quelqu'un qui t'appelle pour les mettre en avant sa marque pendant l'événement, et puis voilà. Et ça part. Et ça part. Et ça part comme ça. Ok, donc tu commences sur Insta, mais tu commences bien avant Tony. Ma première photo, je l'ai gardée. Je ne veux pas la supprimer, elle date de 2015. Ah ouais. Tu commences il y a 10 ans quoi. Alors Tony a commencé en 2021, il nous avait dit... Oui, après c'était pas le moment, pas... Moi quand j'ai commencé, on était 4 à être sur les TP quoi. Donc toi, on est en 2022, finalement, tu as à peu près 2000 followers, c'est ça, tu m'avais dit? Oui. Et c'est Richie Bros qui t'appelle, comme Radio TP, comme pareil. Ouais. Ils vous appellent tous les deux pour commencer à se lancer sur les réseaux. Et c'est là que je me dis, en fait, peut-être qu'on est crédible pour certaines personnes sur les réseaux, sur la création de contenu, sur ce qu'on fait. Et c'est cool. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils t'invitent? Ouais, ils m'invitent, ils me disent en gros, Richard, il y a un événement qui est le Dick Tour. Big up au Dick Tour, on va y aller cette année. De toute
Tout le monde connaît, quand on est dans le TP, généralement tout le monde connaît un petit peu le Dictour. Commence à être un événement. C'est un événement cool aussi, le Dictour. C'est très très sympa. Donc il t'invite au Dictour. Il m'invite au Dictour. Première année, deuxième année. Deuxième année, je crois. Richie Bros à Gaillon. Richie Bros pour une agence de com qui nous contacte. Ouais, ok. Moi et plusieurs autres créateurs de contenu, et ils nous disent en gros, il y a le Dictour chez Richie Bros à Gaillon, est-ce que ça t'intéresse d'y participer? Je dis carrément. Je pose des questions, je dis allez go. Ils m'ont dit en gros, si tu y vas, ça serait bien que tu mettes un peu en avant Richie Bros pour le Dictour. Je dis ok, vas-y, pas de problème. Vas-y, pas de souci. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te payent pour ça? Non, ils ne me payent pas à l'époque. J'ai rien demandé. Je pense que personne d'entre nous a demandé quelque chose. Non, c'était pas dans le. C'est des fréments, puis moi c'est. C'est cool quand même. Ah carrément. Tu te dis attends, je vais au Dictour gratos en fait. Ouais, c'est ça. Ça aller-retour, hôtel et repas quoi. Ah, c'est cool, c'est cool. Tu te prends au jeu des réseaux sociaux comme les créateurs de contenu le font, parce que souvent c'est ça qui y a un déclencheur à ce moment-là. Au début, pas trop. Au début, c'est difficile. Hein. C'est très très difficile. Ou même si tu mets de temps en temps ta tête, moi je mettais ma tête où genre je filmais ma tête et je faisais une petite gimmick. Ouais. Hop, et je retournais l'écran et je filmais les chantiers. C'était juste des réactions, je parlais pas. Ouais. Ok. Et bref, et c'est le Dictour en fait, les échanges avec Tony, donc Radio TP. Ah, attends, bouge pas. Comment tu le rencontres, Tony? Tony, je le rencontre en allant au Dictour. Ah, en y allant? En y allant, ouais. En fait, je savais qu'il y allait et moi, du coup, j'ai faisais Bordeaux, Montparnasse, Gare Saint-Lazare et Gare Saint-Lazare, Gaillon. Ok. Et je crois qu'on s'est rencontrés à la Gare Saint-Lazare. Ouais. Où je savais qu'il y allait parce que l'agence de com nous a envoyé un message à tous les deux et à lui, elle lui a dit il y aura Richard qui sera à Saint-Lazare qui sera dans ton train et moi, elle m'a envoyé il y aura Tony qui sera dans ton train. Et du coup, on se rencontre à la gare, on se fait signe comme ça, hop. Vous connaissiez, non? Vous étiez déjà parlé peut-être sur Instagram? On s'était parlé un petit peu. Ouais. Un petit peu, légèrement. Ça, ouais. Très, très légèrement. Et en fait, on s'assoit face à l'autre, l'un face à l'autre dans le train. Et c'est le coup de foudre, il va nous dire. Limite. Hein. Ouais, on a fait que de parler, mais c'était. Et vraiment, là, j'ai rencontré un super pote. Ouais, un super pote. Ouais. Et donc, du coup, tu le rencontres dans le train. C'est la première fois que tu rencontres Tony. Une grande histoire d'amitié va commencer à se créer. Vous allez au Dictour. On va au Dictour et du coup, c'est lui qui me fait comprendre qu'en fait, on a cette crédibilité. Oui, cette crédibilité. On l'a aujourd'hui à notre échelle, mais qu'on peut l'avoir à plus grosse échelle plus tard. Ouais, ok. Et qui me fait comprendre qu'il y a moyen de faire quelque chose, même sans parler du financier, qu'il y a moyen de faire quelque chose, d'aller voir des marques. Voilà. Et c'est ça l'objectif. Ouais. Et du coup, c'est en fait, il m'ouvre les yeux sur quelque chose que j'imaginais même pas en fait. D'accord. Et on comprend les choses, il me fait comprendre les choses. Tony, la première chose qu'il me dit, c'est tu poses pas assez ta tête. Ah ouais. Donc, et là, j'ai commencé à y prendre jeu, à vraiment poster, à parler avec les gars en story, à faire des FAQ, des trucs comme ça un peu vus et revus. Tu accélères ta fréquence de publication en fait. Exactement. Et ça commence à prendre un peu plus. Et ça prend. Puis on nous rappelle on retourne à d'autres événements, on rencontre des personnes, des clients, des fournisseurs, des marques sur les autres événements. Puis au final, on se rend compte que le monde est petit et le mec que tu as vu à Gaillon, tu peux le revoir à Munich à la Boma. 2 ans après, exactement à la Boma. Il dit hey, ça va Richard? Et le mec, cool, c'est le responsable vente Europe d'une marque. Et il te dit salut Richard. Ouais, il dit ah putain, quand tu vas? Viens boire un verre. Incroyable. Ah ouais. Putain, c'est cool ça. Ouais, c'est très très cool. Donc ça. T'as des anecdotes sur cette vie de créateur de contenu, un petit peu? Des anecdotes créateurs de contenu, en fait, tu te rends compte que ça t'ouvre des portes sur des coulisses, sur certains coulisses. Et c'est très très agréable. Par exemple, à la Boma, il est, je crois qu'elle ferme à 18h et on se retrouve à 21h encore. En mode VIP. Ouais, en mode VIP à boire des coups avec le responsable marketing France de Cobelco, quoi. Pas mal. Et incroyable. Et tu sors de la Boma, il n'y a plus personne, mis à part les vigiles sur les stands. Tu as toutes les machines qui sont énormes et on est 3 en plein milieu. Avec un vigile qui est à 300 mètres. Et ça doit être impressionnant. Ça. Comment ça se finit du coup la Boma? Nous, comment on rentre ou comment la Boma se termine? Non, comment vous vivez le retour et tout ça? Très très mal. Ah ouais? Ah ouais. Ça se finit très très mal, ouais. Enfin très mal. En fait, tu prends une claque de retour à la réalité qui est. Ah oui, ok, je vois, oui. En fait, c'est t'es un peu fade, quoi. On te met dans un terrain de jeu incroyable et on te dit, en fait, non, toi ta place c'est là. Et là, t'as rien autour.
Tu te sens seul. Tu te sens seul pendant quelques jours. Tu es sur tes chantiers, des chantiers, ils n'ont plus de saveur. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur tes chantiers et il y a zéro saveur. Tu y reprends goût parce que forcément… le temps de se replonger dans le quotidien en fait. Et puis au final, tu te rends compte que c'est pas la taille qui compte. J'aime autant les chantiers avec plein de petits engins que des chantiers avec des gros engins. Ok. Mais en 2024, il se passe un truc. À Intermat, tu fais les Press Days. Ouais, on est appelé en 2024 par l'agence de com qui gère la communication d'Intermat. Ouais. Et en gros, elle nous dit est-ce que vous voulez venir, pareil, mettre en avant Intermat sur les réseaux sociaux et les journées presse d'Intermat. Du coup, on vous invite aux journées presse et après, vous viendrez à Intermat. Et si oui, en gros, combien vous prenez pour faire ça? Et donc là, je dis combien je prends, je ne sais pas. J'ai pas jamais fait. J'en ai aucune idée. Et du coup, bref, il y a beaucoup d'échanges avec Intermat pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Ouais. Comment je peux leur donner ce qu'ils veulent et pourquoi ils veulent ça aussi. Et du coup, je regarde un peu combien ça va me coûter. Et puis bref, je leur fais un devis, c'est accepté. On va au Press Days avec Tony, 6h du Bat et Solène Machinerie. Et là, on se retrouve avec des journalistes. Avec des vrais journalistes. BFM, etc. Voilà. Et c'est marrant parce que du coup, eux, ils savent pas qui on est, les journalistes, mais nous, on sait qui ils sont, eux. On se retrouve avec tous les plus gros magazines. Oui, ok. Pour le coup, je vais citer personne. Non, on cite personne, mais effectivement. Mais on se retrouve avec tous les plus gros rédacteurs en chef de tous les magazines français et même belges aussi. Et il y avait aussi des Américains. Il n'y avait pas que la francophonie. Il y avait aussi des Américains, ouais. Et en fait, là, on se regarde tous et on dit mais qu'est-ce qu'on fait là en fait? Ah ouais. On se pose la question, qu'est-ce qu'on fait là? Et du coup, au final, on finit par se prendre au jeu et aller poser et aller voir les marques et savoir pourquoi elles sont là et ce qu'elles veulent montrer pendant Intermat. Et là, on se rend encore plus compte que de notre crédibilité en fait. Ouais. Parce qu'on nous met dans la… En fait, on passe dans la catégorie média. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et on s'y prend vite au jeu. Ah ouais, quand même, c'est cool. Ouais. Et on se retrouve quelques mois après, de mémoire, à Intermat. Ouais. On y va la veille, on découvre le salon vide. Ouais. Avec des stands qui sont encore en train d'être montés. Oui, parce que les Press Days n'étaient pas au même moment que le salon Intermat. C'était peut-être 3 mois avant, je pense. 3 mois, voilà, c'est ça. Et on se retrouve à Intermat, donc on y va la veille. Donc la plupart des machines qui sont sur les stands, les stands sont vides. Et les seules personnes qu'on croise, c'est les représentants des marques ou ceux qui bossent pour les marques. D'accord. Donc là, on a toute l'agence de com qui nous fait un premier tour d'Intermat pour nous, justement nous montrer le salon vide. C'est trop bien. Ah ouais. Qui peut dire je suis allé la veille à Intermat alors que le salon était vide, mis à part les représentants des marques. Bah oui, les représentants des marques et les commerciaux et tout ça, mais effectivement, mais sur les visiteurs, disons, effectivement, il y a… Et puis après, là pour le coup, on a fait la semaine d'Intermat et une grosse semaine parce que je faisais des photos pour une marque. Donc, et on avait aussi des contrats avec Intermat qui nous obligeaient à être sur des endroits précis, à des heures précises. D'accord. On a fait à assister à des conférences, à assister à l'ouverture officielle d'Intermat avec le coupé du ruban. Oui. Ouais, donc vous couvrez tout l'événement. Ouais, on a fait une table ronde, on a participé à une table ronde avec Solène, Nicolas de 6h du Bat et Radio TP. Ouais. Une table ronde sur l'influence dans les travaux publics. Ok, ouais. Donc c'est quand même une expérience et un jeu un peu spécial. Tu parles devant du public. Ça s'est bien passé, ça. En gros, ça s'est bien passé, ouais. Ça passe la création de contenu, le marketing d'influence. Ouais, ça passe, ouais. C'est quelque chose qui s'accepte. De plus en plus. Ouais. Au début, quand on est arrivé au Dick Tour, au premier Dick Tour, il y avait peu de marques qui comprenaient, même à Intermat, où ils ne comprenaient pas en fait ce qu'on faisait. Tu commences à te regarder, tu commences à expliquer ce que tu fais et les mecs ils se regardent comme ça. Là. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ouais. Et maintenant, ça passe. Ils comprennent, on en voit de plus en plus, que ce soit les Américains ou les Suédois. On arrive sur la fin de l'interview. Tu as un message que tu veux faire passer à la nouvelle génération, à ceux qui veulent se reconvertir, je sais pas, aux gens, au BTP. Ouais. J'ai un message que j'avais déjà passé pendant la table ronde d'Intermat. Il n'y a pas de honte à se tromper. À quel niveau tu veux dire? Dans tout. Il n'y a pas de honte à se tromper. Trompe-toi. C'est la meilleure des choses que je te souhaite, c'est de te tromper. Parce que comment tu sauras où tu veux aller. Des fois, tu vas dans une direction et en fait, tu sais pas pourquoi tu y vas. Mais tu y vas. Et comme l'informatique, par exemple, tout à l'heure, tu nous parlais de tes études informatiques. Exactement. Et c'est là où je voulais en venir. Enfin, en partie.
Où moi, au début, je suis parti dans la direction de l'informatique et au final, ça marchait pas. J'en ai pris une autre. Et puis ça marche aujourd'hui. Il y a souvent aussi des gars qui viennent nous voir et disent ouais, ça se passe pas bien dans mon entreprise, change. Ouais. Peut-être ça se passera mieux dans une autre. Tu t'es peut-être trompé, quoi. C'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être une autre. Et puis si ça se passe mieux dans l'autre, c'est bien. Si ça se passe pas bien dans l'autre, peut-être qu'il change encore. Ouais. Et si ça se passe mieux dans l'autre, c'est bien. Si ça se passe mal, peut-être qu'en fait c'est toi qui, au bout d'un moment, tu vas comprendre que si ça se passe mal, c'est peut-être de ta faute aussi. Ouais. Tu vas te remettre en question. Tu vas te dire tiens, peut-être changer ça. Et là tu vas. Ouais, ça va. Écoute, Richard, je te remercie infiniment. Je te serre la main. Merci mec, vraiment d'être venu témoigner de ton poste de conducteur de travaux. Tu sais qu'on a une petite tradition sur Dirt Life. J'ai cru comprendre. T'as cru comprendre, tu vois, il y a 1, 2, 3, t'es le 4e. Tu me signes le bar? Bien entendu. Bonne idée ça, qu'est-ce que t'en penses? Allez, vas-y. Tu le mets où tu veux, hein. À côté du... à côté du mec qui a fait la petite couronne sur son... à côté du king. Allez, propre. C'est mignon ça. C'est mignon ça. Impeccable, je te remercie. Merci encore une fois Richard d'être venu au comptoir de Dirt Life. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à partager cette vidéo. Ça nous aide beaucoup pour pouvoir continuer. Merci à tous de nous regarder, d'être là. Merci à toi d'être venu. Et puis on trinque. Et à bientôt.